Bienvenue dans Corps en Mouvement, le podcast qui parle du lien entre danse, bien-être et performance sur le long terme. Corps en Mouvement, ce sont des conversations authentiques et inspirantes de danseurs de bachata, de West Coast Swing et d'autres danses duo et aussi solo qui partageront au micro leur parcours, leurs défis et leur routine bien-être. Mais il y aura aussi des spécialistes du mouvement qui interviendront ici, comme des préparateurs physiques, des ostéos, des coachs mentaux, et qui raconteront comment ils accompagnent le danseur tout au long de sa carrière. Je suis Elisa May, danseuse, professeure de bachata et instructrice pilates certifiée. Ma mission, aider les danseurs à progresser et à s'épanouir dans leur art grâce à des sessions de pilates spécialement conçues pour eux. Alors que tu sois amoureux de danse ou simplement curieux, ce podcast est une invitation à explorer, à réfléchir et s'inspirer. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le likant et en le partageant à une personne qui aimerait le découvrir. Bonne écoute et bienvenue dans Corps en Mouvement. Dans cet épisode, je reçois Margot, danseuse compétitrice en bachata et en salsa, ainsi que coach sportive spécialisée dans la préparation physique des danseurs. À seulement 22 ans, elle oscille entre la rigueur de l'entraînement en studio de danse et à la salle de musculation, la passion des danses latino et l'exigence du haut niveau. Margot a découvert la danse très jeune, explorant plusieurs styles avant de trouver son équilibre dans la danse et la compétition en solo. Ce choix, audacieux et exigeant, l'a amenée à développer une approche complète de la performance où la danse ne se limite pas à l'esthétique mais devient un véritable travail de fond, mêlant technique, mental et préparation physique. Dans cet épisode, elle nous parlera de son rapport au corps, des routines qu'elle met en place pour optimiser son endurance et d'un mental fort nécessaire pour performer sur le long terme. Entre discipline, passion et résilience, Margot nous livre une conversation inspirante sur le dépassement de soi et l'équilibre entre performance et bien-être. Un échange riche pour toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre comment allier passion et excellence. Belle écoute! Hello Margot! Hello! Comment vas-tu? Ça va et toi? Très très bien. Bon, je suis contente de t'avoir aujourd'hui pour parler de toi, de ton parcours, de ton métier en tant que coach sportive. On va pouvoir aborder les sujets de la compétition de la danse et puis de toutes les routines que tu implémentes pour avoir un corps au top et un mental au top. La compétition, c'est un domaine que tu connais bien. Pour vous donner une idée, quand moi je vois Margot en story sur Instagram, soit je vois des stories de compétition, soit des stories de répétition, soit des vidéos de chat. C'est ça, c'est mes deux assistantes. Et ils sont d'un bon soutien. Ah, exactement. Ouais. Est-ce que tu veux te présenter de la manière dont tu le souhaites, assez rapidement, et on rentrera dans les sujets ensuite en profondeur. Yes, du coup je m'appelle Margot Fournier, alias Margotita Fernandez sur la piste. J'ai 22 ans et je fais de la compétition depuis que j'ai 17 ans. J'ai commencé par de la team et puis après je suis allée vers du solo et je suis restée dans le solo parce que j'adore ça. En parallèle après j'ai fait un bac ES mais ça on laisse de côté, après un BTS com mais c'était pas mon truc et après je suis partie dans le monde du sport. J'ai fait un BPJEPS haltérophilie musculation et là en gros j'ai suivi des formations pour être préparateur physique. Et je vais travailler avec les danseurs compétiteurs pour travailler tout ce qui est préparation physique pour les compétitions. Voilà, après j'ai deux assistantes, Peanuts et Nochola, qui sont à quatre pattes, qui se baladent sur mon bureau. Que dire de plus, j'ai une maman qui m'accompagne sur toutes mes compétitions, sur tous mes projets. C'est vraiment c'est ma coach mentale pour les compètes et pour tout ce que j'entreprends. Bon on va parler de tous ces sujets effectivement qui sont des sujets passionnants et qui ont vraiment leur place pour le coup dans ce podcast. Pour revenir à tes débuts de danse, tu as commencé donc très jeune et tu as commencé avec quelle danse exactement? J'ai commencé à 6 ans avec le classique. Avec le classique, suivi de quelle danse? Après j'ai fait de la street dance, du dancehall, du raga, de l'afro. Et après à 15 ans, en fait j'avais l'option de soit partir faire de la bachata, ou soit de faire une danse mais je savais pas trop quoi et j'étais passionnée par en tout cas la bachata, la musique me plaisait et du coup ma maman elle m'a dit j'ai trouvé un stage avec, à l'époque c'était Jennifer Barrett sur Lyon du coup c'était sur Annecy mais elle était venue de Lyon pour venir à Annecy. En gros j'avais fait un stage avec elle, ma meilleure amie m'avait accompagnée et puis là j'ai dit je signe, j'aime trop. Ok, effectivement, avant, il y a eu beaucoup d'autres disciplines, d'autres styles de danse.
À ton avis, pourquoi t'as touché à autant de danse ? Est-ce que c'est parce que tu ne trouvais pas chaussures à ton pied ou parce que tu aimais justement découvrir plein de styles divers et variés ? Je pense que j'avais pas trouvé chaussures à mon pied parce que maintenant que je suis dans la bachata, je bouge pas. Enfin, je fais de la salsa aussi, mais je reste vraiment dans cet univers. Et je pense que j'avais besoin, je suis assez curieuse, donc j'avais besoin de découvrir un petit peu cette danse-là, un petit peu une autre danse, pour évoluer au niveau de mon style de danse, quoi, d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Et puis je pense qu'au final, ça a dû t'aider parce que là, t'as parlé d'afro. Ouais. En salsa, il y a de l'afro. Oui. Donc certainement que ça vient enrichir ta danse sur scène. C'est ça, ouais. Et puis ça aide énormément à créer, on va dire, son propre style et pas être juste un copier-coller de ce que les coachs nous font faire pour la compète, quoi. Ouais, tout à fait. À partir de quand tu t'es dit justement, je vais faire de la compétition et je vais en faire beaucoup ? Est-ce que c'est venu crescendo ? Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai commencé à 15 ans, du coup, la bachata dans une école. Et les professeurs de l'école m'avaient dit « Ah, t'as quand même un bon niveau. On a une team qui fait de la compétition. Est-ce que t'aimerais être dans la team ?» Et je me suis dit « C'est quand même un super projet. » Je me suis dit « C'est cool. Pourquoi pas essayer ?» Donc, c'est un peu arrivé... Enfin, c'est pas moi qui ai provoqué la chose. Disons qu'on l'a provoqué pour moi. Je me suis dit, on va tester. Et vu que c'était en team, je me sentais... Enfin, du coup, j'étais bien parce que j'étais pas toute seule sur scène. Je pense que si j'avais commencé par du solo, ça aurait pas fait le même effet. Et après, petit à petit, j'ai vraiment aimé cette sensation sur la scène. Enfin, le côté, le stress un peu avant, d'être fière de soi quand on a fini la choré. Et après, à 18 ans, je me suis dit, allez, je vais tester le solo parce que c'était... Moi, je viens d'Annecy. Du coup, c'est très dur de trouver un partenaire qui a son âge, qui veut faire les mêmes projets que nous. Je me suis dit, le solo, finalement, c'est le bon compromis pour pouvoir s'entraîner toute seule, ne pas avoir de problématiques extérieures. Et donc, j'ai trouvé une coach à Annecy et c'est parti. Et du coup, si on parle de la compétition un petit peu, aujourd'hui, donc, t'es en solo principalement, tu fais salsa et bachata, c'est ça ? Oui, c'est ça, je fais les 2 catégories. Ouais. Et à chaque fois, c'est des catégories, des compétitions qui se font essentiellement en improvisation pour certaines et d'autres en chorégraphie. Si tu veux en parler un petit peu, comme ça permet, celles et ceux qui ne savent pas, d'en savoir un peu plus. Ça dépend du coup des fédérations. Il y a la FFD, donc Fédération Française de Danse, où là, on va faire notre chorégraphie. Et après, il y a la fédération IDO, donc International Dance Organization, où là, ça va être plus de l'impro. Et quand tu arrives en finale, tu dois faire impro, show, impro. Du coup, moi, je suis dans les 2 fédérations. Après, il y a des compétitions en France qui se sont ouvertes en plus, où ça mélange aussi improvisation et show. Du coup, moi, je joue sur ces deux catégories. La compétition... Tu me diras, j'aimerais bien avoir ton avis, elle est souvent perçue comme une quête de performance et de victoire. Pour autant, ce n'est pas non plus une fin en soi, je pense. Toi, tu portes quel regard sur ça ? Comment tu vis ce monde de la compétition en danse ? Au tout début, je le vivais en mode je vais être championne du monde, je vais être la meilleure, et vraiment le côté full compétition. Là, maintenant, je vise plus, c'est sûr, on vise toujours la première place, on n'y va pas pour enfiler des perles, mais il y a plus le dépassement de soi maintenant. C'est-à-dire que je vais aller à une compétition, me dire, ok, l'ancienne compète, j'ai fait telle erreur, telle ci, telle ça. Là, je veux vraiment me dépasser, faire une meilleure performance que ce que j'ai fait la veille. Bien sûr, je vise un podium, mais si déjà ce que j'ai présenté c'était meilleur que la fois précédente, c'est parfait. Le but, maintenant j'y vais plus en mode je veux me dépasser moi-même, dépasser mes limites, mettre en pratique tout ce que j'ai travaillé aux entraînements, à la musculation, etc. Et que tout ça, ça paye sur scène. Si ça m'emmène vers une victoire, c'est parfait. Si j'ai pas de victoire, je vais retravailler pour comprendre pourquoi j'ai pas eu ma victoire. Mais surtout être consciente de l'évolution qu'il y a eu entre l'ancienne presta et la nouvelle. Là, en général, si on regarde l'année 2024, il y a eu combien de compétitions en tout ? 2024, je sais pas du tout. Je pense qu'il y en a bien eu une dizaine, à peu près. Dispatchées sur l'année ou c'est se concentrer Non, dispatchées sur l'année. Entre les qualifs, les championnats inter, je pense qu'il y en a une bonne dizaine. Il y en a eu plusieurs de grandes compétitions internationales. De mémoire, tu as participé à celle de Macédoine il y a quelques mois. En novembre. En novembre. Bon, il y a eu l'Eurosun qu'on a faite ensemble. Enfin,
séparément parce que t'étais en solo et moi également, bien que j'avais fait du duo et que t'avais fait aussi une team. Quel souvenir tu gardes justement de cette scène de l'Eurosun? Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, l'Eurosun, c'est une compétition internationale qui se passe au Mexique. Alors ça va dépendre de l'endroit selon les années, mais voilà, c'est une compétition qui rassemble beaucoup de danseurs d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique tout court. Quel souvenir s'en garde de cette scène, de ce passage sur scène? Ça m'a énormément fait grandir parce que du coup ça change des compétitions françaises où on a, entre guillemets, on se connaît tous entre compétiteurs. Là on voit des costumes, on voit des personnalités complètement différentes. Même au niveau des juges et de leur jugement c'est complètement différent. Et c'est une scène quand même qui fait flipper parce qu'on se dit j'ai fait Paris-Mexique. Et là, je me pointe avec mes talons, mon costume, et il faut que je donne la meilleure version de ce que je suis capable de donner sur scène. Et c'est hyper impressionnant parce qu'on se dit on peut marquer les esprits, comme on peut être un fantôme parmi les 300 danseurs qui étaient dans la catégorie. Donc c'est à la fois hyper stressant et à la fois je me dis c'est une opportunité, une chance que j'ai d'être ici. Qui se représentera peut-être pas 2 fois comme qui peut se représenter. Enfin honnêtement j'ai vécu l'expérience en mode c'est mon moment, donne tout, regrette rien et profite un max. Ah t'avais fait la salsa aussi? J'avais fait salsa en pro et semi-pro. Et la bachata? Et la bachata dans les pareils, pro aussi, semi-pro. La catégorie pro, je me suis inscrite en me disant c'était pour me challenger et me dire tu fais pas le tour du monde pour juste une caté. Je me suis dit autant en faire plusieurs et au pire le résultat c'était mon challenge face à moi-même et j'étais très contente d'avoir participé à cette caté. Ah oui c'est des beaux souvenirs et puis comme tu dis autant maximiser notre présence. J'avais aussi participé aux 2 catégories alors que en salsa n'importe quoi, que en bachata, mais effectivement je m'étais dit c'est trop triste de venir faire son solo juste pour une catégorie et puis c'est fini. Donc je comprends parfaitement ton ressenti sur ça. Et si on parle compétition plus largement, parce que du coup il y en a eu beaucoup chez toi, beaucoup. Est-ce que tu as un souvenir particulier d'une compétition qui t'a marqué? Alors moi il faut savoir qu'à chaque compétition il m'arrive toujours une dinguerie. Soit je suis à 2 doigts de me faire virer de la fédé, soit je perds mon costume, je perds mes chaussures. Le premier gros truc qui m'a vraiment fait peur c'est quand j'ai failli me faire virer de la fédération. Ils soupçonnaient que j'avais triché alors que pas du tout. En fait je m'étais inscrite en tant qu'amateur parce que à l'époque j'étais en train de faire mes études, donc du coup je donnais des cours de danse mais je l'en donnais une fois tous les 36 du mois. Et en fait il y avait ma tête sur un flyer. Pour être dans la catégorie élite, fallait donner des cours de danse et vivre de ça. Enfin le règlement était pas très très clair à cette époque et les juges me l'avaient dit qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient trompées comme moi. Et en fait du coup quelqu'un avait dit que j'étais pas dans la bonne catégorie. Et du coup il pensait que j'avais triché alors que c'était juste une incompréhension du règlement et un manque de clarté aussi du règlement. Donc du coup ils m'ont juste dit t'es disqualifiée pour la catégorie salsa et ils m'ont dit pour la catégorie bachata tu fais entre guillemets preuve de bonne foi et tu danses avec les élites. Et ça on te l'a dit quoi la veille? Non on me l'a dit le jour J. C'est-à-dire que j'étais passée et juste après être passée ils m'ont attrapée et ils m'ont dit ils m'ont expliqué la situation. Donc du coup on a dû appeler les coachs parce que pas tout le monde était présent donc c'était un gros facteur stress. Ils m'ont dit dans 2 heures il y a la catégorie élite bachata. Tu y vas. Enfin si tu veux tu y vas. Si tu veux tu n'y vas pas. Pour faire preuve de bonne foi et aussi pour prouver que j'avais pas triché, je me suis dit je vais y aller. Et j'avais vraiment les chocottes parce que je me suis dit la catégorie élite je la vois et elle est comme ça. Je me suis dit c'est quand même des personnes qui donnent des cours de danse donc qui ont plus de vécu, plus de facilité on va dire avec le public, avec l'échange. Moi je suis méga timide. Je me suis dit je vais me faire manger. Et finalement ma maman m'avait attrapée dans les vestiaires parce que j'étais en larmes complètes. Je me suis dit je vais jamais y arriver, c'était une demi-finale, à cause de moi il y avait une demi-finale et ma maman m'avait dit écoute on n'a pas fait Annecy, Mennecy pour que tu rentres bredouille sans être qualifiée. Donc elle m'a dit tu vas te qualifier. Enfin elle m'avait vraiment fait la préparation mentale. Les gens dans les vestiaires me regardaient en mode ok on veut vraiment pas avoir ta mère en prépa mentale parce qu'elle fait flipper. et finalement du coup j'ai réussi à passer la finale et à faire un podium.
Ah oui, quand J'avais même. fini deuxième, donc j'étais vraiment très très contente. Et comme quoi, finalement, tu vois, il suffit d'un imprévu Un imprévu. pour qu'il se passe de belles choses, en fait. Et là, mentalement, ça m'avait coûté coûté dans le sens, là, je suis allée puiser les dernières forces mentales que j'avais pour me dire, t'es pas venue ici pour rien. Ouais. Et ça a payé, donc je suis contente. Mais c'était une ouais. des expériences les plus hard. Ouais. Sur le moment, difficile à vivre. Sur le moment, ouais. Après, maintenant, avec l'expérience, entre guillemets, bon, quand tu perds tes chaussures, tu dis, bon, c'est pas grave, j'ai encore le temps. J'ai une deuxième paire à côté. Voilà, j'ai une deuxième paire. Ça va. Finalement, on s'habitue aux petits imprévus. Je commence à être habituée. Mais celui-là, vu que c'était dans mes débuts, il était hard quand même. Je veux bien le croire. Ouais. Il était, ouais. Ah oui, on s'en souvient, ça fait des bons souvenirs à raconter, comme ici c'est maintenant. Bon, en bachata, en salsa, il n'y a pas que l'aspect compétition, il y a aussi le social. Et il y a une question que je me posais, j'ai aucune idée de ce que tu vas me dire, mais est-ce que, si on parle pas que de la compétition, parce que la danse, la bachata, la salsa, ce sont des danses avant tout duo, des danses sociales qui se dansent en soirée. Il y a des codes différents, que ce soit dans la compétition ou dans la danse sociale. Est-ce que c'est facile pour toi de switcher de la Margot compétitrice à la Margot qui danse en soirée sociale? Alors, oui et non. Ouais. C'est-à-dire que quand je vais en danse sociale, je me dis pas faut que je sois la plus belle, faut que je tape mes meilleurs accros, pas du tout. Oui, je vais vraiment en mode en mode le but c'est vraiment de partager. C'est ce que j'aime beaucoup dans les danses, le social, c'est de partager. Mais parfois c'est vrai que du coup si je connais la musique, automatiquement je vais avoir l'oreille en mode il faut que je note les ticketing, il faut que je note mon oreille musicale en mode compète va ressortir, je vais être très dans le jusqu'au bout des doigts, je vais vouloir faire des stylings vraiment à fond. Ouais. Enfin, il y aura quand même ce côté, il faut que ce soit parfait, mais il y a quand même le côté on relâche, c'est du social. Donc, je suis quand même assez carrée. C'est un mix des deux. Bah oui, mais ça m'étonne pas, tu vois, parce que oui, forcément, comme tu dis, écoute musicale, t'as envie d'aller jusqu'au bout de ton mouvement, et même s'il n'y a pas de jury qui est en face de toi, quoi, mais je comprends. Ok. Si on parle un petit peu de la préparation physique, comme on disait tout à l'heure, la compétition finalement c'est un peu toute l'année. Comment toi tu vas te préparer physiquement pour être au top? Moi pour me préparer physiquement du coup je mets en place à l'année des entraînements donc en danse, entraînement muscu, et après il y a tout ce qui va être prépa mentale aussi qui est vu avec les coachs. Et en fait sur l'aspect préparation physique on travaille par cycle, je travaille par cycle pour me préparer en fonction en fait des compètes que je vais avoir sur l'année. Si c'est une grosse compète type les mondiaux ou une internationale, la prépa physique elle va être un peu plus intense pour pouvoir bien répondre à la demande entre guillemets du championnat. Et après vraiment tout est cyclé pour me préparer tout au long de l'année, répondre on va dire pleinement à mes attentes pour mes chorégraphies. Ouais. Et du coup, quelle est la différence entre justement une préparation pour une compétition internationale ou une compétition nationale? Comment tu vas faire la distinction? C'est déjà au niveau du stress, parce que du coup, une compète ou une qualif nationale, le stress, il va quand même être moindre. Pour l'avoir vécu, quand on est sur une scène type l'Eurosone, le stress, il est puissance 10 parce qu'on se dit, il y a des Italiens qui sont méga forts, il y a plusieurs nationalités qui sont super fortes. Et moi, dans tout ça, j'ai quand même envie de sortir du lot. Si je fais pas première, c'est pas grave, mais je veux sortir du lot. Et ça met un stress qui est encore plus paralysant, je pense, qu'un stress pour une nationale. Et en fait, c'est de travailler sur l'aspect prépa physique, le côté muscu, de se dire, ok, j'aurai un stress qui va être puissance 10, donc par rapport à ce facteur-là, mes entraînements, du coup, je vais en fait essayer de peaufiner, d'être un maximum clean pour que quand je vais arriver à ma compétition, je vais être sereine et qu'en gros, le facteur stress de je suis dans un autre pays, je maîtrise pas, c'est une grosse compète, tout ça, il n'y a pas. Et qu'est-ce que ça change concrètement, musculairement parlant? Ça change beaucoup. Pour avoir fait la compétition à Skopje, je sais pas si je le dis bien, mais c'était en Macédoine du Nord, j'avais fait une grosse préparation physique, en plus mentale, pour me dire tu vas dans un pays que tu connais pas, donc ça indirectement le corps il stresse, parce que y a la barrière de la langue, il y a la barrière de l'organisation, et de me dire il faut que tu te différencies
entre guillemets, de par ta technique, mais de par ta force physique. Donc du coup, j'ai travaillé vraiment beaucoup d'explosivité. Vu que la Macédoine du Nord, c'était une compétition d'impro, ça va dépendre en fait de ta prépa physique, tu vas la calculer en fonction de la compète. C'est-à-dire, si j'ai une compète d'impro, nous les impros, c'était 45 secondes d'impro, 1:30, 45 secondes. Qu'on enchaîne avec très peu de récup entre. Ouais. Et le truc, c'est qu'il faut être explosif, puissant sur tous les tours. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé l'explosivité et la puissance, mon cardio évidemment, pour en fait me dire les 3 tours, j'y vais à fond, et je vais me démarquer par ce point-là en fait. A contrario, tout ce qui va être donc compétition où on doit faire sa chorégraphie, ça va dépendre en fait beaucoup de ta chorégraphie. Enfin, ça dépend beaucoup de la personne. Par exemple, moi, ma salsa, si elle me crame, au niveau jambes, au niveau cardio, je vais me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je travaille ? Si, par exemple, sur une de mes chorés, quand j'ai des accros, des sauts, je sens que mes sauts ne sont pas explosifs, peu importe qu'ils soient au début ou à la fin de ma choré, je vais me dire, ok, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va pas ? Et du coup, la préparation, elle va s'adapter vraiment à la personne et à ce qu'elle sent qui ne va pas sur sa choré. Et du coup, pour tout ce qui est championnat de France, etc., moi, du coup, je cyclais en me disant, ok, qu'est-ce qui va pas dans ma choré ? Par exemple, ma bachata, je me dis, ok, ma choré dure 1:30, à 1 minute, je suis explosée. C'est-à-dire que mes 30 secondes, je les souffre, je n'y arrive pas, je la fais pour la faire, mais c'est foutu. Ok, je vais mettre en place une prépa physique, je vais travailler de sorte à ce que ces 30 dernières secondes, je ne les souffre plus, je galère quand même, mais par contre, je peux être plus explosive, plus puissante, avoir un meilleur cardio et que ça va se ressentir dans ma danse. Ouais, ok. Concrètement, si tu devais parler peut-être d'un passage, moi j'ai en tête, on en parlait en off tout à l'heure, je me souviens d'une vidéo, d'une story que tu avais mise, en disant voilà le passage fait sans préparation, c'était un saut, je me souviens, et ensuite voilà le passage fait avec de la préparation. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour que ce soit plus concret, qu'est-ce que tu as travaillé pour telle partie de ta choré ? Yes. Là, du coup, en effet, j'avais remarqué que sur un saut, j'avais pas du tout d'explosivité. Et même sur la suite, en fait, de la choré, où il y avait pas de saut, c'était juste de la technique bachata, j'étais tellement explosée que du coup, la suite, en fait, je la subissais, je la dansais, mais j'étais pas dans le sol, j'étais pas ancrée. Donc je me suis dit, il y a un problème d'explosivité au niveau de ma danse et que du coup, je me cramais très très vite. Mais c'était le saut qui te cramait, du coup ? Non, parce que le saut arrive, on va dire, au milieu de ma chorégraphie. Ouais. Donc c'était ce qu'il y avait un peu avant. Donc du coup, ce que j'ai travaillé, c'était l'explosivité et la puissance. Donc j'ai travaillé en fait sur ma préparation physique avec du lourd léger pour augmenter ma puissance. Donc par exemple, des squats lourds. Et après, par exemple, des squats jump pour travailler tout ce qui va être puissance, explosivité. J'ai travaillé beaucoup le cardio, donc tout ce qui allait être course, sans forcément me dire je tape des méga sprints ou quoi, mais c'était pour travailler mon endurance, pour que je tienne plus longtemps sur une durée plus longue. Après, il y a vachement un facteur aussi, gérer, on va dire, le stress global, de se dire ça va passer, j'ai travaillé pour, c'est le côté prépa mental en fait, de se dire je me suis préparée physiquement, donc ça va mieux se passer. J'ai donné toutes mes chances en termes de préparation physique, ça va bien se passer. Et après prépa physique, je fais 4 séances de musculation, 3 de muscu, 2 cardio par semaine. Et en danse, je suis à 4 entraînements par semaine. Et le but, en fait, c'est de tourner toujours autour de cette technique, de se rendre compte, ok, je suis fatiguée à partir du saut, qu'est-ce qui va pas avant, qu'est-ce que je peux optimiser, et de lier, en fait, du coup, la prépa physique et la danse ensemble pour permettre des meilleurs sauts, etc. Ok. J'ai l'impression dans ton discours qu'il y a de l'auto-coaching, parce que on va en parler après, mais effectivement tu es aussi coach et tu vas préparer les danseurs pour qu'ils soient plus performants pendant les compétitions. Donc j'ai l'impression que tu t'auto-coaches, et en même temps, est-ce que tu as une équipe quand même de coachs sportifs autour de toi pour... Non, pas du tout. Ah ouais, ok. Non, je m'auto-coach, je fais mes propres tests, je suis mon propre rat de laboratoire. J'ai testé des trucs qui n'ont pas du tout marché ou qui ont fait l'effet inverse à ce que je voulais. C'est un peu le but de se tester soi-même. J'ai vu des choses qui ont très très bien marché sur mon explosivité, où aujourd'hui du coup mes coachs de danse me disent mais c'est pas, franchement t'as évolué, ça se ressent dans ta danse. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Forcément, le but c'est que je teste des choses pour qu'après je puisse au mieux diriger les danseurs sur une prépa physique qui leur correspond.
Encore une fois, chaque danseur est différent. Il y a un danseur qui peut très bien dire moi c'est mon saut qui va pas, comme il y en a un autre qui peut dire moi c'est mes jambes qui ne me tiennent pas jusqu'au bout de ma choré, et ce sera des problématiques toutes différentes, avec des approches pareilles différentes. Et le but c'est que moi je teste un peu toutes ces approches. Des fois je me mets vraiment dans le rouge pour me dire ok, là j'étais dans le rouge, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux réajuster. Je fais des tests avant compétition. C'est-à-dire je fais des tests où je me dis je vais me taper 1h30 de course un jour avant la compète, en me disant est-ce que du coup le fait de travailler son endurance un jour avant, est-ce que du coup le lendemain t'es plus performant, positif, est-ce que le faire 2 jours avant, 3 jours avant, mettre du repos avant, enfin en fait j'essaie un peu de faire plusieurs choses pour voir déjà si sur moi ça a un impact positif, négatif, et si ensuite je peux le proposer aux personnes, enfin aux danseurs que je coacherai. Ok. Là, tu parlais justement, tu as dit les danseurs qui vont prendre conscience que leur saut ça va pas, ou ci ou ça. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que les danseurs ont déjà conscience de ça ? Alors après, bien sûr, ça va dépendre de la catégorie, si c'est un danseur qui a l'habitude de faire des compétitions en catégorie professionnelle ou pas. Mais est-ce que déjà tu penses que les danseurs ont conscience de leurs points de faiblesse ? Je pense que eux-mêmes, pas forcément, mais leurs résultats parlent d'eux-mêmes. Alors, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais que souvent, quand on fait une compétition et qu'on finit 2e, 3e, ou plus que 3, on va demander les retours aux juges, et c'est là en fait où les juges nous mettent un peu nos vérités en face en disant mais là ton saut il est pas assez haut, là on sent que à ta choré t'es mort, t'es cramé. Je parle cru quand même. Enfin souvent en fait c'est les juges qui vont mettre en lumière les points qui vont pas, parce que souvent nous quand on est danseur et compétiteur on est un peu la tête dans le guidon, on répète et on veut que ça paye, et on voit pas forcément ce qui va pas parce que on est dedans, on répète tout le temps notre choré, et si on n'a pas une personne extérieure qui nous dit ça va pas, on va pas s'en rendre compte. Donc souvent c'est les coachs ou les juges lors des compétitions qui vont mettre en lumière ces points faibles, et après c'est aux danseurs ou à la danseuse en question de prendre conscience, de se dire ok, là on m'a fait le retour que mon saut ça allait pas. Le problème c'est que je sais pas comment améliorer ce saut, parce que j'ai pas la clé, connaissance, j'ai pas la connaissance, et surtout que ma choré ça fait peut-être 3 mois que je la travaille et mon saut va pas. Donc j'ai un facteur limitant où juste travailler ne suffit pas. Il faut que je diversifie, on va dire, ma façon de travailler. Et c'est là en fait où je rentre en lumière et je fais coucou. Et où là j'explique à la personne que l'entraînement en danse va donner ses résultats, parce que c'est ce qui permet de passer sa chorégraphie et de se sentir à l'aise. Mais la préparation physique, donc le côté musculation, va rentrer en jeu pour permettre, donc tout ce qui va être explosivité, puissance, endurance, va permettre de réussir tout ce qu'on n'arrive pas à faire passer à l'entraînement juste en danse. Et est-ce que tu crois que les danseurs, dans ces cas-là, ils savent facilement vers qui se diriger, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a un travail de sensibilisation, et là du coup ça serait ton rôle à dire attendez, il y a ça à faire, je suis là, contactez-moi? Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui c'est pas assez développé dans le monde de la danse que on peut faire une préparation physique. Souvent on se dit je suis danseur donc je vais juste faire des entraînements encore et encore et encore, des heures et des heures à répéter ma choré et ça va passer. Mais souvent il manque le facteur prépa physique, où il va falloir se muscler pour être plus endurant sur scène et répondre mieux à ce que les juges veulent. Et dans ces cas-là, est-ce que c'est le coach qui les accompagne, qui doit mettre en lumière et ensuite du coup diriger ces danseurs vers des préparateurs physiques comme toi, ou est-ce que ça se passe différemment? Je pense que c'est le but du coach, coach chorégraphe, en fait de donner aux danseurs toutes les clés pour être meilleurs. C'est-à-dire que chacun a son job. Le coach qui va être chorégraphe pourra pas être coach préparateur physique, sauf si il a le diplôme, etc. Mais du coup, chacun a son rôle, et le coach chorégraphe doit quand même dire ok, là ton saut en fait on l'a travaillé, on l'a enchaîné, ça ne marche pas, t'arrives pas à avoir la hauteur. Il y a un problème peut-être potentiellement technique, mais il y a un problème aussi d'explosivité au niveau des jambes. Il manque, on va dire, il manque quelque chose. Et là je te redirige vers un préparateur physique pour
pallier, on va dire, à ce problème-là. Ouais. Ce serait pour moi au coach de reconnaître aussi ses limites. De reconnaître ses limites et du coup de diriger vers un confrère en disant il faut que tu ailles voir un préparateur physique qui va te permettre de mieux faire tes mouvements. C'est depuis quand, du coup, que tu as commencé à faire des programmes pour danseurs compétiteurs ? Ça fait plus d'1 an que j'ai mon diplôme. Ouais. Et du coup, je me suis laissée quand même 6-8 mois pour me préparer moi. Avant d'avoir mon diplôme, pareil, j'allais à la salle de sport et du coup, je testais quelques petites choses. Et du coup, là, ça a fait 3 mois que du coup, je me suis vraiment lancée dans le projet. C'est officiel. Ouais, que c'est officiel. Est-ce que tu as eu déjà des premières demandes ? Oui. Ouais. Et c'est plutôt des danseurs, du coup, qui sont en catégorie amateur ou même professionnel ? J'ai des amateurs, ouais. Des amateurs. Et dans ces cas-là, l'accompagnement, il se fait essentiellement en présentiel ou tu peux assurer un programme, tu peux assurer un soutien en vidéo ? Moi, je fais tout à distance. Parce que du coup, déjà, où j'habite, je suis la seule compétitrice. Donc, je me suis dit, ça va être compliqué de faire du présentiel. Et même pour les danseurs, je sais que j'en suis une, on a des vies à 2000. Et du coup, si on peut optimiser le temps... c'est mieux. Donc le but c'est que moi je fais tout à distance, mais il y a un réel travail de suivi derrière où le danseur n'est pas tout seul en fait. C'est qu'il y a son programme, mais entre guillemets je lui demande des comptes régulièrement pour suivre son évolution, savoir où il en est, et qu'il se sente pas aussi lynché dans la nature, qu'il se dise ok j'ai investi dans ma prépa physique et il y a vraiment quelqu'un derrière qui me suit. Et c'est un accompagnement qui va se faire sur 1 an ou ça peut être sur du court terme, sur 3 mois par exemple ? Alors pour commencer, moi je propose du 6 mois. 6 mois, ouais. Parce que les 3/4 des danseurs sont pas habitués à aller à la salle de sport, enfin faire de la musculation. Donc du coup, je me dis un engagement sur 1 an, ça peut paraître un peu gros et les freiner un petit peu. Donc je préfère me dire on fait du 6 mois, que la personne prenne entre guillemets une routine. Ouais. Et que si ça lui convient, s'il sent des résultats, et il en aura, que par la suite, après, ils reprennent. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est du 6 mois pour que la personne puisse mettre en place et avoir le temps aussi de s'adapter à son nouveau style de vie avec la prépa physique. Et sur ces 6 mois, du coup, tu dis que t'es présente, tu l'abandonnes pas. Ouais. C'est quoi ? C'est un suivi qui va se faire tous les 15 jours, tous les mois ? Comment ça se passe ? C'est tous les 15 jours, Tous les 15 jours, en fait, il y a des appels. Moi, après, en interne, il y a un suivi avec des tableaux, etc. Pour que je puisse suivre à distance ce que la personne fait. Donc, il y a les appels après toutes les 2 semaines pour que la personne se dise « Ok, toutes les 2 semaines, je dois quand même l'appeler, entre guillemets, lui rendre des comptes s'il y a des choses qui vont pas. » C'est vrai que quand t'es danseur-compétiteur, si t'as une année de compétition, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où tu seras un peu moins motivé, donc j'imagine que t'es là en soutien, mais malgré tout, quand il est dans la salle, est-ce que c'est facile pour lui de rester motivé ? Alors, c'est pas facile, mais moi, je mets énormément en place l'engagement mutuel. C'est-à-dire que moi, je travaille sur la programmation et la préparation physique pour la personne, mais du coup, je peux pas faire les séances à sa place, et que si la personne veut des résultats, elle a quand même investi dans sa préparation physique, c'est un engagement mutuel. Si tu t'engages pas, t'auras pas de résultat. Moi, je m'engage à faire ma part du travail, mais toi, il faut que tu la fasses. Ouais. Donc vraiment, derrière, il y a un travail où je remotive la personne, où je lui dis pourquoi est-ce que tu fais ça ? L'objectif, c'est pour la danse, etc., pour tes objectifs de compétition. Donc moi, je te donne les clés, mais il faut aussi que tu fasses ta part du travail. Bien sûr, ouais. Et là, du coup, c'est pour des compétitions qui auront lieu en 2025 ou ça peut... Ouais, pour 2025. Ok. Ouais. Bon, ça va être super intéressant. Si on parle un petit peu plus de la partie émotionnelle et mentale, t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais comment tu te sens, toi, vraiment à la veille d'une compétition ? Avant, je me sentais très très stressée, même quelques jours avant la compétition. Maintenant, je pense qu'avec l'habitude, on stresse plus tard, on va dire. Les veilles de compétition, je me sens plutôt bien. Après, en fait, en interne, je fais tout pour me sentir bien. C'est-à-dire que je fais tous mes entraînements, que ce soit danse ou musculation, j'essaie vraiment de tout faire en étant carré. La semaine, on va dire, avant la compétition, je passe toutes mes chorés, 100%, en mode compétition. Ouais. Et ça me rassure énormément. Me dire la choré, elle est passée de A à Z, il n'y a pas eu de couac ou quoi, j'ai réussi à la passer. Ça me rassure beaucoup. Après, il y a toujours le petit stress le jour J, quand il faut commencer à se coiffer, se maquiller, etc. Mais voilà, je me remets vraiment dans ma bulle en me disant ça s'est très bien passé sur tes entraînements de la dernière semaine.
il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y a toujours le facteur X. Bien sûr. Mais j'essaye au maximum au niveau de ma tête, de me mettre dans un confort le plus grand possible. Ouais. Je fais mes chorés, tout s'est bien passé, j'essaie de pas me stresser, je fais toujours ma valise bien avant. J'essaie de limiter les facteurs... Il y a ça aussi, il y a tout cet aspect organisationnel qui est important pour optimiser finalement le jour J, quoi. Ok. Dans le monde de la compétition, forcément, il y a le perfectionnisme qui est très très présent. Comment tu fais pour trouver justement cet équilibre entre exigence de soi et puis lâcher prise quand t'es sur scène? Ça, c'est beaucoup mes coachs qui m'aident. Où en fait, ils me fixent des points en me disant « Ok, la dernière compétition, tel point n'allait pas. Pour celle-là, tu vas essayer en fait d'améliorer ces points-là. » Au niveau des objectifs, ça, je l'ai compris avec le temps, c'est pas vouloir que tout soit parfait parce qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, que ce soit une pointe de pied, un bras, un doigt, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. C'est plutôt de se fixer des objectifs atteignables et de sortir de scène en se disant ok, je les ai faits et je suis très très contente. Par exemple, moi pour ma salsa à une compétition, ma salsa avait moins d'1 mois quand je l'ai présentée, donc je suis allée à la compétition en me disant ok, ça va se passer et le seul objectif que je me suis fixé c'est fais ta choré de A à Z sans blanc, sans avoir de trou de mémoire et essaye de profiter de ta danse. Il y aura des choses qui ne vont pas aller, il y aura des comptes qui vont être faux, il y aura des pieds qui vont pas être jolis, des mains, et la technique risque d'être un peu pas très très jolie. Mais je me suis dit, c'est pas grave, fais ta choré de A à Z, et c'était le premier objectif que je me suis fixé. Et après, je me suis dit, pour les prochains, ok, là on va travailler technique, on va travailler les regards, l'interprétation, les choses comme ça. Mais pour celle-là, je me suis dit, elle est tellement neuve, ma choré, que je peux pas être exigeante, parce que c'est pas... par rapport au temps de sa création, c'était pas logique d'être trop exigeante. Et j'imagine que du coup, c'était pas forcément la compétition la plus importante de la saison. Non. Et c'est ça aussi qui est important, c'est de diriger un peu son énergie vers ok, cette compétition, c'est pas la plus importante, donc c'est ok si évidemment je ne suis pas... si le rendu n'est pas à la hauteur de mes espérances, et en fait de toujours avoir ce recul en disant oui, en même temps, ça fait peu de temps que je l'ai dans les pattes. Donc, et cette exigence de soi, est-ce que c'est présent aussi dans ton quotidien hors danse? Parce que la danse, bien sûr, ça rythme ta vie, mais il n'y a pas que la danse non plus dans ta vie. Est-ce que cette exigence, tu l'as aussi pour ton quotidien de manière générale? Ouais, je l'ai tout le temps. Le côté très perfectionniste, que tout soit bien fait, que ce soit propre, si je l'ai dans ma vie au quotidien, c'est à la fois handicapant. Je vois ce que tu veux dire. Je mets des guillemets parce que du coup, dans le train de vie de tous les jours, des fois on se dit, il n'y a pas besoin d'être aussi carré. Mais moi, j'aime ce côté carré. J'aime me dire, c'est bien fait, c'est propre, c'est nickel. Et au pire, ça m'a pris un peu plus de temps, mais c'est nickel. Ouais, je comprends. Mais ça m'étonne pas parce que je pense que ta danse aussi reflète ta personnalité. Oui. Donc, Non, puis je me dis, si on est carré dans sa tête et dans, on va dire, l'extérieur de la danse, la danse sera carrée. Si on parle des hauts et des bas, parce que forcément c'est pas tout rose, sinon ça serait trop beau et tout le monde ferait de la compétition, est-ce qu'il y a eu des moments justement où t'as beaucoup douté, où t'as pu vraiment même peut-être, je ne sais pas, remettre en question vraiment la compétition, quoi? Oui. En fait, je me remets tout le temps en compétition. Le petit lapsus. Je me remets tout le temps en question. Même si je gagne une compétition, je vais toujours chercher le retour des juges. Parce que pour moi, on gagne, c'est bien. Mais tu peux toujours chercher en fait, à peaufiner. Ça, c'est encore le côté très carré, perfectionniste. Et je me remets énormément en question. Pareil, si je fais pas la place que je voulais, je me remets beaucoup en question et je me dis ok, qu'est-ce qui ne va pas, et tout de suite ma tête dans mon cerveau ça tourne en disant ok, il faut que tu t'améliores, il faut que tu travailles. Là récemment je suis allée en Italie pour me faire former en salsa, ils m'ont déglinguée clairement, et c'est clair que tu sors du cours, tu te dis ok, waouh, genre j'ai tout ça à travailler. Ça, en fait ça fait peur parce qu'on se dit waouh, et finalement est-ce que j'abandonnerai pas maintenant, et j'ai eu un beau parcours, des bonnes victoires et c'est bon. Ou est-ce qu'on se dit non, en fait ça va être dur, ok, j'ai beaucoup de travail mais j'ai quand même envie de me challenger. Et dans ces moments là c'est vrai que tu sors du cours, tu te dis tu te prends un peu un coup en mode ok, je pensais pas que j'allais autant galérer. Tu tombes des nues des fois? Ouais. Tout le temps. Tout le temps, parce qu'après, en plus là où je me suis fait former,
sont pointilleux, enfin, ils veulent t'emmener en fait sur la meilleure version de toi-même. Et même si tu fais bien, ils vont quand même te dire non, tu fais encore mieux. Ok. Et moi, c'est ce que je recherche. Ouais. Donc à chaque fin de cours, je suis démontée. Ouais. Mais je me dis, ok, on va retravailler. Et tu rebondis. Et on rebondit en fait. Ouais. Mais c'est le petit moment où je me dis, on n'est jamais en fait à l'abri Enfin, on n'est jamais tout le temps le meilleur. Il y a toujours meilleur que soi. Et il faut savoir se challenger en se disant, ok, je suis pas la meilleure, mais je vais travailler pour être une meilleure version de moi-même. Ouais. Et oui, et même si on parle de la comparaison, mine de rien, c'est un monde où on se compare. Comment tu deals avec ça, justement ? Est-ce que tu arrives à quand même... comme tu dis déjà, j'ai l'impression que dans ton discours, vraiment, ça se sent. C'est d'abord, il faut que je me dépasse pour moi-même et je dois avoir cette satisfaction personnelle. Mais comme on dit, dans la compétition, il y a cette comparaison qui est très présente. Est-ce que tu arrives à faire la distinction entre inspiration et comparaison et te dire, bah, eux, ils ont leur chemin, moi, j'ai mon chemin, et puis chacun fait sa route, quoi. C'est quand même assez difficile quand on a des grandes inspirations. Moi, j'en ai beaucoup où je me dis, waouh, mais elle a commencé à danser à tel âge, et puis elle a fait la compète à tel âge, alors que moi, non. Et des fois, on se dit, oui, mais toi, t'as ton parcours, elle a le sien. Et là, j'arrive mieux, entre guillemets, à accepter de me dire, t'as ton chemin qui t'emmènera, je sais pas où. Mais en compète, maintenant, j'arrête de me comparer aux autres filles, même par rapport aux costumes. Enfin, j'essaie plus de me dire, c'est toi, c'est ton style. Faut arrêter de se comparer en disant, elle est mieux que moi, elle est pas mieux que moi. En compétition, moi, je me dis... C'est très joli, enfin voilà, j'aime beaucoup. Mais je suis moi, je vais donner la meilleure version de moi-même sur scène. Ça passe pas, tant mieux. Si elle est meilleure et que je me compare à elle ou pas, ça changera pas grand-chose. J'essaie de prendre le recul en me disant qu'il y a le côté je me compare à elle, et où je trouve que c'est plutôt nocif de se comparer à quelqu'un parce que... on est tous différents et qu'on a tous des points forts, des points faibles. Et ça se trouve que cette personne se compare aussi à moi. Certainement, en plus. On voit toujours un peu la bête noire. Et du coup, je me dis plus, je les vois plus en mode... c'est une inspiration, mais que lorsque je suis en compétition, c'est une inspiration que je regarderai plus tard. Pour le moment, je suis concentrée sur moi, ce que je vais faire en performance. Et plus tard, je me concentrerai sur cette fille qui m'inspire, et pas forcément pour me comparer, pour m'inspirer. Le mental, là, il doit être très fort. Et j'ai l'impression que cette force, tu l'as depuis... est-ce qu'elle est là depuis longtemps, justement ? Est-ce qu'elle a toujours été ? Oui. Ouais. Et il y a eu de la préparation mentale, justement, ou pas ? Ouais, j'ai mes coachs, en fait, qui m'ont préparée mentalement. Alors, c'est une préparation un peu farfelue, parce que quand on me l'a énoncé, j'ai dit « Hein ?» Donc, t'es coach de danse ? De danse, ouais. Ok. En fait, elle m'a dit, tu vas faire ta chorégraphie de A à Z, mais t'as perdu. Tu sais d'avance, tu montes sur scène, t'as perdu. Elle me dit, là, tu fais ta chorégraphie, c'est fini, t'as perdu. Condition vraiment... T'es dernière. Désastreuse, quoi. Donc, au début, je le prenais à la rigolade, c'est-à-dire que je dansais, je rigolais, etc. Elle m'a dit, non, là, t'as perdu. Tu sais que t'as perdu, tu t'as fait tout le trajet du début de Annecy jusqu'à ta compète, t'as perdu. C'est fini. Et là, du coup, ça te plombe un peu le moral parce que du coup, dans ta tête, tu te dis « Ok, je dois danser, mais je sais que j'ai perdu. Pourquoi je danse ?» Enfin, à quoi ça sert que je sois sur scène ? À quoi ça sert que je donne toute mon énergie ? J'ai déjà perdu. Et là, en fait, c'est là que le raisonnement, on va dire, se fait. Et après, elle m'a fait la même chose en me disant « Tu danses, tu sais déjà que t'as gagné. » Ok. Donc, c'est des scénarios, des scénarii. Ouais, voilà. Et du coup, après, encore une fois, ça marche avec telle personne, pas avec d'autres. Il y a plusieurs approches. Mais moi, ça a beaucoup fonctionné parce que du coup, moi, j'étais un peu au début, c'est peine perdue, j'y arriverai jamais. Et du coup, là, ça m'a énormément aidée de me dire, tu rentres sur scène, t'as déjà perdu. Et tu ressens quoi dans ces cas-là ? De l'énervement, de la colère ? Moi, c'est de la plus, tristesse. je baisse les bras. En fait, j'ai pas d'énergie quand je danse. Et du coup, on a énormément travaillé là-dessus en disant, même si tu sais que t'as perdu parce que... tu pourras jamais réellement le savoir, mais si tu te doutes en fait, parce que souvent quand t'es en compète, c'est quand tu vois les autres danseuses en disant non mais elle est trop forte, j'arriverai jamais, c'est là que tu te plombes. Et finalement, faudrait plus te dire elle est très forte, mais j'ai mes chances aussi, parce que il peut arriver quelque chose sur scène, elle peut, en fait il y a tous les facteurs. Et c'est de se dire on a tous nos chances, et faut pas douter réellement. Faut te dire j'ai travaillé pour, j'ai aucune chance, j'ai travaillé pour, donc je mérite ma place d'être ici. Donc c'est vraiment de la préparation mentale qui va se faire dans le studio. Ouais. Est-ce qu'il y a de la préparation mentale que tu fais toi en dehors du studio ? Typiquement de la visualisation ou ce genre de choses ?
Moi, avant les, avant les compétitrices qui sont dans ma caté, elles doivent, je pense, coller en me voyant. Parce que souvent, avant de rentrer sur scène, je m'assois par terre, vraiment, je ferme les yeux. Et en fait, j'essaie de calmer ma respiration intérieure et de faire un peu comme une sorte de bruit sourd, c'est-à-dire que on entend la musique des autres qui passe. Et j'essaie vraiment en mode de ne pas entendre cette musique, d'être en mode t'es dans ta bulle, tu t'écoutes ton toi intérieur et t'essaies de calmer ta respiration, de te calmer intérieurement. Ouais. Et de garder ce côté je suis sereine. Ouais. Et ça m'aide beaucoup, parce que du coup, ça calme le corps. Ouais. Après, encore une fois, ça marche sur certaines personnes, pas sur d'autres. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, je te demandais en dehors du studio et tu me parles directement de la scène, donc ça montre bien que c'est vraiment sur le moment de la compétition aussi qu'il se passe beaucoup de choses, et ça je veux bien le croire. La cohérence cardiaque, personnellement aussi, j'en faisais avant de rentrer sur scène et ça change beaucoup de choses. Mais chez toi, genre vraiment t'es chez toi, est-ce que, je sais pas moi, avant de t'endormir ou le matin au réveil, tu vas porter une attention sur ta respiration ou faire un travail de visualisation? Pas du tout? Non, pas du tout. Donc c'est soit dans le studio, soit à la compète. À la compète. Okay. C'est vrai que quand je suis chez moi, genre le matin quand je me réveille, disons que mon cerveau il est encore branché au lit et du coup j'ai pas encore branché tous les câbles pour me dire ok, il faut respirer, il faut me calmer, parce que je ressens pas de stress à ce moment-là. Après c'est une technique que j'ai pas testée, donc je peux pas dire que ça marche pas. Je la testerai sûrement un jour, mais pour le moment j'en ai pas ressenti le besoin. C'est-à-dire que les entraînements que je fais avec ma prépa mentale et ce que je fais avant de monter sur scène, ça me convient pour le moment et j'arrive à me gérer avec ça. Et quand ça deviendra trop, que ça sera pas assez et que je stresserai trop, là je mettrai en place d'autres choses. Mais c'est vrai que pour le moment... Bon, est-ce que tu vas stresser un jour? Parce que, vu comment tu avances dans ce monde de la compétition, on peut dire que ça peut même devenir de plus en plus facile, même s'il y aura toujours un stress qui sera présent. Je sais pas. Mais ça n'empire. Est-ce que tu penses que ça peut empirer? Non, je pense pas. Non. Après, une fois, je pense qu'une fois que t'as trouvé les bonnes combines qui te correspondent, tu les gardes et c'est ça qui va marcher. Ouais. Et du coup, ça veut dire que quand t'es chez toi, vraiment dans ton perso, tu fais la distinction entre la Margot compétitrice et la Margot que ta maman connaît, que ton entourage connaît. Oui. T'arrives vraiment à switcher. Ouais. Et c'est qui Margot, du coup, hors compétitrice? Est-ce que c'est la coach sportive, justement? Ouais, en fait, j'ai un peu ces deux personnalités. Je suis pas bipolaire, hein. Mais j'ai un peu ces deux identités, plutôt. Où quand je suis pas en studio pour m'entraîner, j'ai toujours le côté sport. Enfin, la Margot sport qui va à son entraînement, qui coach, qui échange avec ses clients. Et c'est vrai que quand je suis chez moi, à la maison... la réelle Margot neutre qui n'est ni coach ni danseuse, elle est pas vraiment là, parce qu'en fait il y a toujours mon cerveau tourne toujours soit pour mon travail, soit pour la danse avec des projets, des choses comme ça, mais à la fois c'est mon quotidien, je tourne vraiment, toute ma vie tourne autour de la danse et du sport. J'ai pas réellement de vie sociale, on va dire. C'est vrai? Or ça, ouais, c'est vrai. Et est-ce que c'est quelque chose que tu te reproches ou c'est ok? Ah, pas du tout. Non, c'est complètement ok. C'est un choix de vie que j'ai fait et je le vis super bien, parce qu'en fait je me dis je préfère investir mon temps dans ma prépa physique, dans mes entraînements, et que ça ait du résultat plus tard, plutôt que d'investir sur des relations amoureuses, sur je sais pas quoi. Ça viendra après, quoi. Voilà. Chaque chose en son temps. Mais je me dis c'est pas une priorité pour moi pour le moment. Ma priorité c'est plus la danse et le côté sport, de développer mes projets, et je suis bien comme ça. Je pense que c'est vraiment important de prioriser. En fait, je pense vraiment que dans une vie, il y a des moments où tu vas avoir la sphère professionnelle, la sphère carrière qui va être beaucoup plus importante que la sphère personnelle. Et à un moment donné, switcher parce que tu mets ton curseur ailleurs. Mais faire tout, être sur tous les plans, pour moi, c'est ingérable. Il faut faire des choix, quoi. Non, je suis d'accord. Il faut mettre des priorités. Et pour moi, faut investir correctement son temps pour avoir des résultats. Si on est sur tous les fronts, en fait, on est bon partout, mais on n'est pas excellent dans un domaine. Exact. Est-ce que tu as une idée de combien de temps encore tu vas faire de la compétition? Et est-ce que tu as déjà même réfléchi à l'après-compétition? Non, honnêtement, je me définis pas de
de deadline. Pour l'instant, je me dis tant que mon corps me porte et me permet, et mon style de vie aussi me permet de faire ça, je continue parce que c'est ce qui me fait vibrer. Après, bien sûr, j'ai des projets, on va dire, pour plus tard. Déjà, il y a le premier projet qui est d'encadrer les danseurs compétiteurs sur un plan de prépa physique. Et après, voilà, j'ai d'autres petits projets aussi qui sont pas clairement fondés, mais je me dis, bon, j'y réfléchirai plus tard. Ouais. Mais non, pour l'instant, je me fixe pas de deadline. Je me dis, tant que le corps veut et peut, on y va. Trop bien. Et être juge, c'est quelque chose que tu as déjà fait ou pas d'ailleurs ? Non, jamais. Non. Après, why not ? Ouais. Mais c'est pas... c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas ce qui me fait vibrer en objectif final de parcours. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement aux compétiteurs qui se lancent en termes de mindset? Qu'est-ce que tu leur suggérerais? Je leur dirais qu'une défaite, c'est pas définitif, ouais. Qu'une victoire non plus, ouais. Et que pour changer, on va dire, une défaite, c'est du travail. Pour moi, c'est beaucoup de travail. Et qu'il faut pas abandonner, que si ça paye pas au bout de 6 mois, 1 an, il faut continuer. Parce que la danse, c'est un monde magnifique, mais c'est un monde où il faut travailler et que ceux qui travaillent pas, pour moi, ça tient pas. Une réussite sans travail, elle tient pas. Donc pour moi, faut bosser et faut pas se dire j'ai échoué donc je suis nulle et je resterai nulle. C'est j'ai échoué, ok, j'accepte ma défaite et ça c'est super dur. Et c'est de se dire maintenant je vais travailler encore et encore. Et plus intelligemment peut-être. Plus intelligemment, voir mes points faibles, mes points forts. Ouais. Et continuer de bosser, ne pas baisser les bras en fait. Faut pas abandonner à partir d'une défaite. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup qui abandonnent justement après une première défaite ? Ouais. En fait, il y en a beaucoup qui se disent j'ai échoué donc je suis nulle. Ouais. Et en fait, qui continuent la compète, mais leur mental c'est je suis nulle. Donc en fait, forcément, si ton mental il dit que t'es nulle, tu vas être nulle. Enfin, c'est cru, mais en fait, si le mental il y croit pas, tu vas pas y arriver. Ouais. Faut te dire je suis pas nulle, j'ai donné le meilleur de moi-même à ce moment-là, je vais travailler. Ouais. Et je vais essayer de toucher des pointures. Après, faut être réaliste aussi. Ceux qui dansent depuis qu'ils ont... qui savent à peine marcher, qui font de la compète depuis 6 ans, c'est sûr que si toi, t'as débuté la compète à 20 ans, bah, avant d'arriver à leur level, il y aura du parcours. C'est pas impossible, mais il y aura du parcours. Il faut pas se dire je serai meilleur qu'eux. Il faut se dire ok, je vais essayer de danser contre eux et de donner... c'est toujours la même chose, la meilleure version de moi-même pour atteindre les sommets. Ouais. Trop bien, on arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, quelque chose dont on n'aurait pas parlé ? Non, comme ça, non. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur Instagram principalement ou il y a d'autres endroits ? Insta principalement. Ok. C'est Margotita Fernandez. Trop bien, je le mettrai dans tous les cas en dessous de l'épisode. Super, merci beaucoup. Et avec plaisir, merci à toi. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le liker, à laisser un commentaire et à le partager. Ça me fera très plaisir.